Tout d'abord, merci à vous, Monsieur Huytten, de m'avoir donné la parole. Merci, un grand merci à l'Association des historiens du droit de l'Ouest ainsi qu'au laboratoire DCS pour organiser cet événement et tout spécialement à toi, Julien, Constantin, mais également Thomas Delannoy pour leur invitation qui me permet d'être devant vous aujourd'hui également grâce au service ALESA de la faculté de droit de Nantes pour le service technique. Et je tiens aussi à le remercier, et avec lui toute la mission historique de la Banque de France, son directeur, M. Manas, qui organise au sein donc, de cette mission historique des petits colloques, avec un qui va bientôt se tenir dans ce dernier trimestre, qui porte sur les banques centrales et acteurs politiques pour la période 18e-19e. Donc à savoir la relation aux politiques, les acteurs et en réalité aussi les dynamiques de pouvoir, voire même parfois au-delà du droit symbolique. Mais bien évidemment, nous resterons ici surtout sur du droit, même si nous verrons que ce droit peut avoir une signification différente des autorités que de l'administration de la Banque de France. Nous sommes dans le thème donc. Alors, tout d'abord, comment aborder la Banque de France ? Tout d'abord, c'est la reconnaissance d'une institution qui a un caractère véritablement stable. C'est-à-dire que les gouverneurs qui en dirigent justement l'administration ont des mandats qui courent souvent sur une dizaine, voire plus d'années. Et surtout, c'est une banque qui semble traverser en réalité les régimes justement dans l'histoire constitutionnelle française qui, bien évidemment, n'est pas de tout repos. Alors, devrions-nous comprendre que la Banque de France a une constitution au-dessus des constitutions? Donc, on peut s'interroger effectivement donc sur sa véritable nature. Plus encore, lorsque l'on comprend la réalité d'une puissance financière a un caractère ésotérique. Le caractère ésotérique en réalité des finances et de la puissance qui est associée, qui donc devient dissimulée. Ce qui aboutit in fine à présenter comme l'histoire de la Banque de France ce qui n'est en réalité que la mémoire d'un mythe. À savoir, ce mythe, vous le retrouvez depuis en réalité des décennies, pour ne pas dire des siècles, en réalité des origines de la Banque de France, mais qui nous parviennent encore aujourd'hui. C'est le veau d'or dans les conférences de Guillemin sur la Commune. Ce sont ces fameuses 200 familles qui en réalité, pour désigner les 200 premiers actionnaires de la Banque de France qui constituent son assemblée générale, qui seraient 200 familles de féodaux qui régneraient sur la France, c'est le slogan du Front populaire. Et au-delà, vous avez donc ces grands trusts des chemins de fer représentés à la Banque de France qui contrôleraient effectivement toute l'infrastructure du pays. Là, c'est Henri Coston, donc vous voyez que c'est partagé entre la gauche, la droite. En matière littéraire, vous retrouvez bien évidemment le Capital de Marx, avec cet argent et les propriétés magiques de l'argent. Ou encore le caractère secret justement d'une société qui serait dissimulée au monde dans les écrits de Balzac, avec Ferragus. Donc ces fameux dévorants, en dehors du monde, hostiles au monde, et que l'on retrouverait dans Paris à l'ombre des hôtels particuliers de la ferme Générale, dont ils seraient en réalité les héritiers. Donc cette même ferme Générale, dont leur opposant Aimé François d'Harigrand dans les années 1760 disait qu'ils étaient un État dans l'État. Et finalement, peut-être cela vous surprendra-t-il, mais Bonaparte lui-même ne fait pas exception. Nous pouvons donc remonter justement cette mémoire-là jusqu'à Bonaparte lorsqu'il dit « Lorsqu'un gouvernement est dépendant des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation, puisque la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. L'argent n'a pas de patrie, les financiers n'ont pas de patriotisme et n'ont pas de décence. Leur unique objectif est le gain. » Et là est le problème. Nous savons aujourd'hui que Bonaparte a été amené au pouvoir lors du 18 Brumaire par deux banquiers, alors Perregaux, Jean-Frédéric Perregaux, et Lecouteux de Canteleu. Alors, à partir de là, va se fonder justement, ces deux banquiers-là vont ensuite fonder ce qui va devenir la Banque de France. Or, qui trouvons-nous comme premier actionnaire de la Banque de France, qui achète 30 actions, suivi de tout son clan? Bonaparte lui-même. Alors, de là, se dire comment cette rencontre a pu avoir lieu, pourquoi en un mot, et je dirais pourquoi aussi en deux mots. Qui a l'ascendant, maintenant que l'existence de la Banque de France est liée personnellement à Bonaparte et in extenso à l'Empire? Finalement, quelle est véritablement l'origine, la nature de cette fille de Brumaire
pour citer ce qui apparaît encore sur le site officiel de la Fondation Napoléon. Est-ce un empire dans l'empire, tout simplement? Eh bien moi, je trouve que la réponse est à trouver non pas tant dans l'étude de la personne de Napoléon, mais véritablement de la banque, au travers des trajectoires, voilà, faire le portrait et retracer l'origine de ces deux banquiers, Perregaux et Lecouteau de Canteleu, pour au final renverser peut-être la prémisse, à savoir que la Banque de France n'était peut-être pas la fille de Brumaire, mais que c'est véritablement la Banque de France qui a enfanté le désu Brumaire. Et c'est ce que nous allons donc découvrir avec l'itinéraire de ces deux manières d'argent. Alors, qui sont Perregaux et Lecouteau de Canteleu? Eh bien, d'abord Perregaux. Perregaux est un financier d'origine suisse. Il est le chargé d'affaires d'un autre Suisse, Isaac Panchaud, qui a fondé en 1776 une institution financière d'un genre presque nouveau en France. Je dis presque car c'était déjà préfiguré par John Law, mais une caisse d'escompte. Donc, à savoir une banque qui faisait l'escompte du commerce, des avances au commerce à terme sur laquelle donc la banque reprend une avance et un intérêt. Donc faciliter le commerce, garantir la gratuité de l'épargne et faire le commerce, et seulement le commerce, de l'or et de l'argent. Or, Panchaud est écarté pour diverses raisons de la direction de cette caisse d'escompte qui a du mal à démarrer ses activités. Et de la même façon qu'il sort de la caisse d'escompte, Lecouteau, cette fois du Mollet, qui est l'oncle de Lecouteau de Canteleu, arrive à la caisse d'escompte avec beaucoup justement de banquiers, et c'est la constitution de la haute banque française telle qu'on va la connaître ensuite. C'est vraiment le creuset de la haute banque. Que fait alors Panchaud pendant qu'il est écarté de la caisse d'escompte? Il s'adonne à l'enseignement. Il enseigne les méthodes modernes de finance à des jeunes premiers donc de l'aristocratie et de la bourgeoisie parisienne, dont un certain Talleyrand, dont un certain baron Louis, et dont un certain Molien, futur ministre d'Empire que nous reverrons dans notre démonstration. Et donc, ensuite, Panchaud revient aux affaires en 1781 avec un manifeste, en réalité, qui signe son retour aux affaires, donc, réflexion sur l'état du crédit public en Angleterre et en France. Qu'est-ce que le crédit public? C'est la capacité du gouvernement à se financer. Or, Panchaud, précisément, propose un projet, il a un plan pour le financement du gouvernement français qui souffre sous sa dette après notamment donc la victoire des insurgents aux États-Unis, donc ce poids de la dette, et il propose, en réalité, il s'empare de la théorie de l'amortissement du docteur Richard Price outre-Manche, à savoir, il faut créer une institution, une caisse d'amortissement, dans laquelle l'on va planifier à long terme le remboursement de la dette, ce qui en soi n'est pas une nouveauté, ça existait déjà dans les années 1740 et encore un peu avant, en France j'entends. Seulement, il dit qu'il faut lui faire s'articuler la caisse d'escompte, qui justement nourrit le commerce. Et de par cette articulation, qui fait de la caisse d'escompte, donc la banque du commerce, de l'avance du commerce, le soutien de la caisse d'amortissement, les deux vont en quelque sorte fusionner pour donner une banque, ce qu'on appellerait une banque publique, une banque de France. Puisque la caisse d'escompte à terme a vocation à devenir comme la Banque de Londres, la première caisse du commerce parisien, donc en fait de France, eh bien en la couplant à ces caisses d'amortissement, on arrive à une Banque de France capable de soutenir le crédit public à elle seule, ou presque. Et c'est un projet qui a failli aboutir par deux fois. En 1787 d'abord, où durant l'année 1786 qui a précédé, on a un rapprochement entre la caisse d'escompte et le Trésor. On a le dépôt de 70 millions de livres, qui est une somme considérable, au Trésor par la caisse d'escompte, et qui devait, notamment au cours de l'Assemblée des notables, voilà, recevoir l'assentiment des notables pour devenir une caisse d'emprunt perpétuelle. Donc déjà, le projet de Banque de France, en réalité, se forme dès l'Ancien Régime. Et comme vous le savez, l'Assemblée des notables va échouer, entraînant la réunion des États généraux, la Révolution, etc. Seulement, il n'en démorde pas. Il n'en démorde pas. Lecouteau de Canteleu est élu à la Commission des finances et il va servir de fer de lance, en réalité, du projet des élites capitalistes de la Caisse d'escompte, qui réunissent déjà des fermiers généraux et des capitalistes au sens des banquiers, véritablement, pour proposer, via Necker, qui est leur homme de paille, le projet d'une banque nationale à privilèges sur le modèle anglais. Donc vous voyez finalement qu'ils rentrent par la fenêtre, là où on les a expulsés par la porte, et surtout qu'ils ont une inspiration très nette par rapport à la Banque d'Angleterre, qui est véritablement leur modèle. Ils baignent dans cette culture-là.
Seulement, la Révolution va leur opposer une fin de non-recevoir par le décret des 19 et 21 décembre 1789 qui opère un désengagement progressif des relations entre la constituante, donc en réalité la nation assemblée, et l'institution bancaire. Pourquoi? Parce qu'à l'aune de la pensée révolutionnaire, tout crédit appartient à la nation, qui est souveraine dans sa représentation. Elle se fonde sur la propriété. Or, la propriété, c'est la dette qui est une succession de créances privées. Et pour cela, parce qu'on est toujours dans cette conception du crédit public, mais qui est articulée à un système financier qui est véritablement fondé sur l'impôt, en réalité, c'est le retranchement de la propriété privée. Ce que je veux dire par là, peut-être plus simplement, c'est que, puisque tout le crédit public, c'est le crédit de la nation, il ne peut souffrir la concurrence du crédit privé. Sous-entendu, la notion même de banque, d'une institution bancaire, est au mieux inconcevable pour un révolutionnaire, voire dangereuse. Et c'est ce qui va... Ça a fait coûter en réalité à la caisse d'escompte son existence en 1790. Elle s'en sort presque sur un malentendu. Mais toujours, il n'en démorde pas. C'est-à-dire que la Caisse d'escompte, en réalité, refonde ses statuts pour devenir une véritable banque de crédit privée en 1791. Et vous voyez dans l'Assemblée générale de ses actionnaires, le but est d'avoir l'hégémonie économique donc dans le crédit privé de la place de Paris, pour, à terme, que le gouvernement révolutionnaire la reconnaisse à l'égal de la Banque d'Amsterdam ou de la Banque d'Angleterre. Il y a une véritable obsession, justement, de la puissance et en réalité du privilège qui est derrière, puisque c'est le privilège qui soutenait la question de 1787, celle de 1789, et qu'il tente donc de retrouver. Et finalement, la Caisse d'escompte, eh bien, à force, on va dire, de chercher la protection du gouvernement révolutionnaire, mais tout en voulant se soustraire à ses obligations, à savoir notamment l'emploi d'assignats, eh bien, va donner raison à la logique révolutionnaire, à savoir que le crédit privé fait de la concurrence au crédit public, celui de la nation, les finances de la nation, la politique financière de la nation. Et donc la Caisse d'escompte est liquidée avec toutes les compagnies financières au 24 août 1793. Alors, cette liquidation de l'institution s'accompagne de la quasi-liquidation, même physique, de ceux qui l'ont servi. Et oui, parce qu'en réalité, vous avez beaucoup de banquiers, comme je disais, qui sont d'anciens fermiers généraux, qui sont d'anciens banquiers issus de l'Ancien Régime, qui ont donc des relations compromettantes. Le coûteux de Canteleu, qui est à l'époque sur place avec le coûteux du Mollet, sont enfermés dans les geôles du tribunal révolutionnaire. Ils arrivent à s'en sortir uniquement par leurs relations, des relations d'amitié entre Fouquier-Tinville et leur avocat. Quant à Perregaux, il n'est pas dans les geôles du tribunal révolutionnaire, il est pris en otage par le comité de salut public pour jouer de ces réseaux internationaux, de ces réseaux interbancaires internationaux, pour amener des devises à la France qui est pratiquement en état de ruine. Et il le fait avec un autre Suisse qui s'appelle Mallet. Nous le verrons un peu sur la fin. Et seulement à la chute donc, du comité de salut public, eh bien, on admet qu'il faut reprendre l'industrie pour régénérer le crédit public qui est dans un état de ruine totale. Et donc vont ressortir ces financiers d'un genre nouveau, donc ils ne sont plus les fermiers généraux, qui sont véritablement les banquiers, les gens de la finance du crédit. Et en première ligne, vous retrouvez Perregaux et le coûteux de Canteleu, qui vont participer à la réouverture de la bourse, qui vont désigner les agents de change à la bourse, et surtout qui vont remettre sur pied une institution bancaire, la Caisse des comptes courants, qui vise à devenir en France ce qu'a été la Banque de Venise, la Banque d'Amsterdam et la Banque d'Angleterre, avec le soutien du ministre des Finances de l'époque. Comment s'appelait-il déjà? J'ai un trou. Phépou, avec donc le concours du ministre Phépou. Et cette Caisse des comptes courants est dirigée par les survivants de la Caisse d'escompte, qui ont des actions gratuites. Donc en réalité, ils sont déjà à la manœuvre. Vous retrouvez là le principe d'une administration oligarchique et qui est en fait destinée à des héritiers, justement des héritiers de la Caisse d'escompte, qui toujours traînent ce projet, cette ambition qu'ils entendent bien réaliser. Or, on a une déstabilisation d'abord des finances avec la banqueroute des deux tiers. Donc je rappelle qu'au 13 juillet 1789, la Révolution dit qu'on ne peut pas faire banqueroute parce que le crédit public se fonde sur le remboursement de la dette. Donc en réalité, c'est un désaveu des fondements justement de la question financière
traité par la Révolution et donc de la Révolution elle-même. Seulement, celui qui fait la banqueroute des 2/3, c'est Ramel Nogaret, qui est un véritable révolutionnaire, à tel point qu'il a très bien saisi en fait l'essence de la Révolution par rapport aux banques. Il dit « les banques je les ferme, les banquiers je les enferme ». Autant vous dire que Jean-Frédéric Perregaux commence très sérieusement à se poser des questions, puisqu'en réalité, lorsqu'il était otage du comité de salut public, il a dû enseigner les finances à Ramel Nogaret. Donc de voir son ancien élève qui menace en réalité de le jeter en prison, voire pire, la température commence à monter. Et plus encore que c'est autour de la caisse des comptes courants d'être déstabilisée par une panique au guichet, vous avez la crise systémique, monétaire, financière du directoire finissant. Il faut faire quelque chose. Et encore une fois, c'est Lecouteux de Canteleu, qui est au Conseil des 500, qui publie un essai sur les contributions publiques proposées en France pour l'an 7, sur celles actuellement en Angleterre et sur le crédit public. En réalité, que fait-il ? Il remet sur le devant de la scène le projet d'empire de papier d'Isaac Panchaud, à savoir voilà les deux grandes jambes du crédit public, les deux grands piliers, la caisse d'amortissement et en réalité une banque publique, sous-entendu donc fondée sur l'escompte. Mais il y apporte un tour de force théorique, c'est qu'il va redéfinir ce qu'est le crédit public. Le crédit public, ce n'est plus seulement les capacités pour le gouvernement de se financer, c'est en réalité l'intégration de la dette comme une variable économique comme une autre, qui fait du crédit le principal levier, le crédit privé, le principal levier de la fortune publique. Le crédit privé se réconcilie avec le crédit public. Et partant de là, qui est le plus à même d'avoir la science, le projet, la volonté et les moyens de réaliser ce fameux projet d'empire de papier pour la régénération des finances de la France à l'aune de ce crédit public redéfini? Ce sont les gens de la Caisse des comptes courants. Et avec à leur tête le duo Perregaux, Lecouteux. En réalité, vous voyez ici la nature de l'administration de la Banque de France. On n'est plus dans le retranchement de la propriété privée, l'impôt, non, on est dans le crédit. Et le crédit, comment est-ce qu'on le génère? Par l'administration privée de la propriété publique. Confiez à notre établissement vos épargnes. Et c'est comme cela que dans un acte unique de la fin 1789, après avoir fait le coup de force en embauchant un certain général sur le retour d'Égypte pour mettre un terme au gouvernement révolutionnaire du Directoire, la Caisse des comptes courants se transforme, encore une fois, en un acte unique. Beaucoup d'historiens parlent d'une absorption de la Caisse des comptes courants par la Banque de France. Non, 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 c'est la mue de la Caisse des comptes courants en la Banque de France. Et l'arrêt de cette mue, c'est l'arrêté du 28 niveaux en 8. Voilà, j'ai fait plaisir à M. Bigot avec le calendrier républicain. J'utiliserai dès à présent le calendrier de la superstition. 18 janvier 1800, où précisément la caisse d'amortissement... Alors, il y a eu des souscriptions, bien évidemment. J'ai dit Bonaparte est le premier à souscrire, mais on n'a que 2 millions. Perregaux fait jouer encore ses réseaux avec Mallet, souvenez-vous, son comparse suisse. On arrive à 5 millions. Seulement, il en faut au moins 15 sur les 30 nominaux pour commencer les activités. Eh bien, ces 10 millions, on va les trouver avec la caisse d'amortissement qui va donc verser ces 10 millions divisés en deux. 5 millions, attention, en cautionnement des receveurs généraux, c'est-à-dire en fait donc du Trésor, et la seconde moitié qui sont convertis en actions justement de la Banque de France. Or, qui est le directeur de la caisse d'amortissement? C'est Molien, lui-même un élève de Panchaud. Vous voyez donc véritablement que le projet d'Isaac Panchaud, l'esprit d'Isaac Panchaud, guide en réalité l'action de ce qui apparaît finalement comme un triumvirat en négatif, c'est-à-dire vous avez certes les 3 consuls, mais vous avez en réalité le véritable triumvirat qui tient les rênes de la bourse et donc en réalité du crédit et en fait de l'intégrité territoriale de la France, hein, tout simplement par son économie, c'est-à-dire Bonaparte, en simple exécutant de Perregaux et Lecouteux de Canteleu. Donc voilà. Et le cri de victoire, et bien évidemment tout cela au bénéfice premier de la Banque de France. C'est-à-dire que là, vous avez un remboursement des obligations des receveurs généraux qui sont faits, mais seulement lorsqu'ils demandent, et à l'inverse, le recouvrement des obligations est opéré par la banque à son profit, avec pour la forme subrogation des droits à la nation. En réalité, vous avez la médiation privée, voilà, d'une partie des finances publiques qui intéresse le trésor public.
Et le dernier aussi, voilà, c'est, je le mentionne ici, c'est Gaudin. Alors Gaudin, ministre des Finances. Et vous voyez que vous avez en réalité une répartition, non mais vous avez une division du travail en réalité en matière de finances qui se fait entre d'un côté donc les banquiers qui s'occupent de la Banque de France, vous avez le directeur de la caisse d'amortissement qui s'occupe derrière d'acheminer les fonds du trésor public donc à la caisse qui ouvre un compte courant à la Banque de France. Donc vous voyez comment les institutions sont versées dans la Banque de France et pas l'inverse d'ailleurs. Et donc, le tout supervisé par Gaudin, qui est un ministre des Finances, qui est lui-même un ancien receveur général des finances. Vous avez une élite administrative qui s'occupe des ministères, en lien, en rapport avec une élite justement financière qui s'occupe des affaires de la banque. Seulement, cette banque s'occupe de ses affaires en lien avec le gouvernement que pour trouver la complémentarité de son bénéfice, de ses garanties, de ses intérêts. C'est la fameuse phrase de Perregaux. Donc c'est la réalisation fondamentalement d'un projet conçu par des financiers grâce au 18 Brumaire, mais qui est à remonter en réalité à l'année 1781. Le projet d'Isaac Panchaud, par ses élèves, est enfin amené. Or, comme je l'ai dit, l'existence même d'une telle banque est une concession juridique qui est faite à la Révolution et en réalité la confession de son échec politique, c'est-à-dire de son échec donc représenté par la banqueroute des 2/3 qui a entraîné toute cette suite d'événements, à gérer la question financière, qui pourtant avait créé, c'était le ferment de la Révolution elle-même. La Révolution n'a pas su tenir ses engagements. Donc c'est à nous, banquiers, de le faire. C'est un jugement et une condamnation de la Révolution française au profit de la Banque de France et par la Banque de France. Si vous croyez que j'exagère, les statuts primitifs de la Banque de France, c'est-à-dire l'officialisation justement de l'établissement, voilà quelle est la première déclaration à la face du monde de la Banque de France. Les sous-signés considérant que, par le résultat inévitable de la Révolution française et d'une guerre longue et dispendieuse, la nation a éprouvé le déplacement et la dispersion des fonds qui alimentaient son commerce, l'altération du crédit public et le ralentissement de la circulation de ses richesses. Que dans des circonstances semblables, plusieurs nations ont conjuré les mêmes mots et trouvé de grandes ressources dans les établissements de banques. Qu'enfin, l'on doit admettre que l'intérêt privé et l'intérêt public concourront d'une manière prompte et puissante au succès de l'établissement projeté. Quelle mention faite de la nation française? Juste au-dessus. Familiarisé avec les plus grands efforts de la conquête de la liberté, ne doit pas se laisser opprimer plus longtemps par des circonstances qu'il est en son pouvoir de maîtriser. Désengagement total de la nation révolutionnaire par la banque, et qui pourtant arrive à en administrer les finances. Et comment donc va administrer justement, quelle va être l'administration, les formes d'administration de cette nouvelle Banque de France? Eh bien tout simplement, on en revient à une administration oligarchique, c'est-à-dire vous avez une prime à l'action pour les voix, c'est-à-dire que plus vous avez d'actions, plus vous avez de voix. Sous-entendu, le petit actionnaire, le petit propriétaire, on ne veut pas l'entendre, il est écrasé par les plus grands, qui bien évidemment sont au conseil d'administration. Les agents de la Banque de France doivent donner en cautionnement des actions de la Banque de France, donc ils doivent s'engager dans l'établissement. Donc la banque a une emprise totale en réalité sur ses agents. Et vous avez le caractère aussi cosmopolite, totalement assumé de la banque, malgré quelques mises en forme, disons, c'est-à-dire que les étrangers peuvent acheter des actions, mais ne sont pas invités à l'Assemblée générale des actionnaires, qui sont les 200 plus grands actionnaires. Mais on va voir qu'en réalité, il y a un loophole, un court-circuit, justement, il y a une échappatoire, c'est que l'administration obéit à un conseil général, mais dont la composition n'est pas précisée. On sait juste... Voilà, il y a des formes, c'est 15 régents et 3 censeurs, mais il n'est pas dit explicitement qu'ils forment le Conseil général. Or, qui retrouvons-nous justement dans les régents, dont exceptionnellement, bien sûr, pour les besoins de l'établissement, en attendant les fonds, les nouveaux fonds, on va en désigner 7 sur les 15 régents. Donc en réalité, vous avez déjà la moitié de l'administration qui est choisie, qui est triée sur le carreau. Et pour cause, quels sont les 3 premiers justement des 7 régents nommés? Perregaux, Lecouteur-Canteleu, Mallet. Vous retrouvez le même triumvirat de financiers. Pour les autres régents, vous retrouvez Germain, qui était à la Caisse d'escompte. Vous avez aussi, alors lui en tant que simple actionnaire, Fulchiron, qui était à la Caisse des comptes courants.
Et enfin, le premier des censeurs, les censeurs qui sont censés surveiller justement l'activité des régents, qui est le premier des censeurs, Sabatier, qui était lui-même à la caisse d'escompte et qui, comme Perregaux et le couteau de Canteleu, a vécu les mêmes épreuves sous la terreur puisqu'il a dû se réfugier au Kremlin-Bicêtre pour se faire passer pour fou et éviter la guillotine. Donc vous voyez, ce que je veux dire par là, c'est que vous voyez que ces gens ne viennent pas de nulle part, ce sont des reliquats de l'Ancien Régime qui ont traversé ensemble des épreuves et qui sont mus par une mémoire commune, mais qui n'est pas celle de la Révolution, qu'ils ont en réalité en horreur. Parce que la Révolution leur a nié le privilège de la banque qui se confond avec le droit à leur existence. Bien. Donc, et vous avez une fébrilité justement de ces actionnaires, puisqu'en réalité, il suffit de réunir les 3/4 des actionnaires pour dissoudre la Banque de France, et ça tombe bien, seul le corps moral de la banque est responsable, la responsabilité individuelle des actionnaires, contrairement à une association commandite comme pouvait l'être la Caisse d'escompte, on passe à autre chose. Voilà, la responsabilité individuelle, en réalité, passe par la fenêtre. Tout est remis donc sur un établissement qu'ils peuvent dissoudre quand ils veulent. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez la mallette avec les billets, ils sont prêts à partir. Toute la confiance aussi qu'ils avaient dans Bonaparte. Seulement, Bonaparte ne déçoit pas, justement, il obéit, c'est un bon exécutant, mais il y a quelqu'un qui lui tourne autour, qui lui, précisément parce qu'il a eu la même instruction que ces gens-là, sans pour autant avoir leur profil, est beaucoup plus méfiant. Il s'agit de Molien. Donc Molien, je le rappelle, il a participé directement à l'établissement de la Banque de France, il a suivi les cours d'Isaac Panchaud, il est très au fait de ce qu'est une banque, puisque après lui-même avoir échappé de peu au tribunal révolutionnaire, il est allé en Angleterre pour étudier la Banque d'Angleterre et la comptabilité à partie double. Il sait très bien qui sont ces gens, qui sont ces financiers, qui sont ces banquiers, justement. Seulement, il ne les apprécie guère. Lui, il a plus le type administratif. Déjà, il n'était pas dans la banque, il était dans la ferme générale comme premier commis. Et il est du genre administratif au sens où pour lui, ce qui fait la différence, ce n'est pas tant le crédit, c'est l'économie, et notamment dans l'efficacité administrative. Et donc il envoie des notes à Bonaparte pour lui dire tout simplement « ces gens-là doivent être contrôlés ». Et je propose, voilà, puisque visiblement la logique c'est d'accorder donc ce fameux privilège à la Banque de France pour parfaire, pour couronner le projet de l'Empire de papier, il lui dit tout simplement « voilà ce que nous allons faire ». D'abord, régime de concurrence, c'est-à-dire que le privilège de la Banque de France n'interdit pas, ne met pas un terme à l'existence de toutes ces autres banques. Délimitation du champ d'activité, c'est-à-dire la Banque de France vaut seulement pour Paris, le tout organisé dans un réseau de banques départementales. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est les banques, il veut une banque pour une ville, enfin plusieurs banques dans chaque ville, mais il veut dans chaque ville une banque à privilège. Donc délimitation, concentration et transparence aussi des opérations de banque. Et ça va être très important, puisque avec cette fameuse loi du 14 avril 1803 qui donne privilège à la Banque de France, on réalise que c'est en réalité un privilège très conditionnel, très conditionné. D'abord la définition du Conseil général, ce qui permet à Bonaparte de faire reposer une responsabilité individuelle sur les régents, qui n'avaient pas. Je rappelle, avant, ces responsabilités individuelles en fait des actionnaires, mais seulement à la hauteur de leur investissement. Donc c'est-à-dire pratiquement rien. Sinon, ce qu'ils ont mis en banque. La fin du régime oligarchique du vote. C'est-à-dire que maintenant, vous n'avez plus autant de voix dans une limite de 5 voix au prorata de vos actions. Un actionnaire, une voix, avec une clause de moralité. Et là, vous voyez la patte de Molien qui est en train d'apparaître. Une clause de moralité, vous devez avoir les droits civiques. Vous devez être de bon caractère pour aller à l'Assemblée générale des actionnaires. Des actionnaires, un actionnariat qui se développe puisqu'on a une augmentation du capital, en réalité pour laisser la place, pour laisser entrer dans l'actionnariat le commerce de Paris et que l'on fait entrer directement dans l'administration puisque ces manufacturiers, négociants ou autres doivent représenter 7 des 15 régents. Puisqu'avant, en réalité, je ne vous ai pas fait la liste, mais les régents, ce sont pratiquement tous des banquiers, et ceux qui sont négociants, en réalité, ils sont issus, leur première matière, c'est la banque. Donc vous avez une assimilation du commerce parisien dans la Banque de France, et notamment dans un comité de l'escompte, c'est-à-dire l'avance au commerce par les commerçants, le contrôle, voilà, au sein de la Banque de France, de l'escompte, par les premiers intéressés. Donc un comité de l'escompte composé de 12 commerçants, négociants, manufacturiers. L'escompte qui est fait pour tout commerçant, pas de privilège pour les actionnaires.
tout le monde, tout commerçant peut venir demander l'escompte à la Banque de France pourvu que ce ne soit pas un commerce interlope et que ce ne soit pas en quelque sorte une lettre de change en blanc, si vous voulez, un chèque en bois. C'est-à-dire vous avez un véritable commerce, une véritable activité. 5 minutes. J'ai pas fait le quart de ce que je voulais. Bon, tout ça pour vous dire que ce privilège précisément est très conditionné, qu'il suit les enseignements de Molien et que Molien va en réalité devenir le surveillant de la Banque de France, plus encore que ce qui va arriver, ce qui devait arriver, arriva. En 1805, vous avez une crise de la Banque de France, précisément en réalité par l'émission de la Banque de France dans le commerce parisien via les négociants réunis, et que là, on va aller au forceps. Napoléon veut la banque, ma banque, dit-il, je la veux dans les mains du gouvernement, mais pas trop. Donc qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, vous avez encore une réforme des statuts faite sur mesure par Molien, c'est-à-dire vous avez l'entrée des receveurs au Conseil général, donc le Trésor maintenant a un droit de regard, sinon un contrôle partiel sur les activités de la caisse qu'est-ce que je disais, de la caisse d'escompte, de lapsus de la Banque de France. Vous avez la nomination par Sa Majesté impériale du gouverneur de la Banque de France et des sous-gouverneurs qui sont là pour contrôler l'action, justement, ils représentent l'exécutif face au Conseil général qui sera un peu le législatif, c'est-à-dire qu'ils contrôlent véritablement et il autorise les actions du Conseil général, donc en fait il a la main mise sur l'administration de la Banque de France. Vous avez une surveillance par le Conseil d'État, qui est chargé donc de surveiller, de connaître les infractions au statut par la Banque de France. Donc vous avez une police interne par le Conseil d'État qui est en train d'être mise en place. Et le tout, ces statuts sont assimilés, sont décidés, sont autorisés directement par Napoléon, par Bonaparte, sous la forme d'un règlement d'administration publique. Donc vous voyez que cette fois, de la même façon qu'on a versé en réalité des administrations de l'État dans la Banque de France en 1800, en 1806, c'est l'inverse, c'est la Banque de France qui est de plus en plus en réalité ramenée dans le giron de l'État, comme il dit, voilà, dans les mains du gouvernement, mais pas trop, c'est la poule aux œufs d'or. Et bien évidemment, ces gens-là, on leur donne, on essaye de les contenter au niveau individuel, c'est-à-dire que tous les bénéfices qui sont faits, qui devaient être versés dans un fonds de réserve, vous en avez déjà les 2 tiers à vous partager entre vous, et on vous proroge le privilège pour 25 ans. En réalité, on leur met le collet pour les 25 prochaines années. La cage est dorée. Et la poule aussi. Sauf que, justement, la guerre continue et les guerres finalement tournent au désavantage de Bonaparte. Et on a donc une nouvelle réforme des statuts, un décret de 1808, du 16 janvier 1808, qui vient véritablement mobiliser, enrégimenter l'administration de la Banque de France. Donc le Conseil général doit se réunir 1 fois par semaine, le comité d'escompte doit se réunir 3 fois par semaine, les gouverneurs doivent avoir une présence physique, ou les sous-gouverneurs doivent avoir une présence physique quotidienne pour assister et diriger l'administration et donc en fait les opérations de la Banque de France. L'administration, leurs actions deviennent inaliénables, c'est-à-dire qu'en réalité, vous avez une véritable séquestration du personnel administratif de la Banque de France par Napoléon. Ils sont attachés à la Banque de France comme des cerfs le sont à leur glaive. On les force, déjà qu'on avait forcé à faire la Banque de France à faire des avances à sa création en 1808, on la pousse à sortir de Paris, à avoir des comptoirs d'escompte à Lyon et à Lille. Horresco referens, c'est très coûteux. On revient sur la fin de l'escompte pour tous les commerçants avec un privilège pour les actionnaires, c'est-à-dire que l'action d'une Banque de France vaut la garantie pour l'escompte, donc en réalité, ou à défaut d'une action des marchandises. Donc en réalité, on retourne dans un système de privilèges, on retourne vers le caractère oligarchique de la banque, qui est en réalité voué au pillage par Bonaparte, puisque une action, maintenant, ouvre un droit comment dire, vous avez 90 000 actions, une action, c'est 1/90 millième de droit pour le fonds de réserve. C'est-à-dire, plus vous avez d'actions, plus vous pouvez piocher, en réalité, dans la réserve de la Banque de France. Voilà. Alors, bon, s'il faut conclure, tout simplement, est-ce que la Banque de France est un empire dans l'empire? Non, en réalité,
ou plus exactement oui, mais progressivement. Au début, c'est une franchise, c'est-à-dire vous avez un partenariat qui se fait avec le gouvernement, mais chacun veut rester en fait de son côté. Seulement la Banque de France ne sachant pas se tenir, l'administration de la Banque de France ne sachant pas se tenir, et Bonaparte ayant une approche patrimoniale de la Banque de France, notamment sur le Conseil de Molien, il va tenter de la cornaquer de plus en plus. Ce qui fait qu'on a en réalité une première génération de banquiers qui étaient déjà issus de l'Ancien Régime, qui étaient traumatisés par la terreur, qui vont devenir traumatisés par Bonaparte et qui vont se désengager, ils veulent absolument se désengager du gouvernement. Ils veulent être dans sa périphérie, ils veulent avoir sa protection, mais ils ne veulent pas être directement engagés par rapport à lui, notamment sur la question de l'emprunt. Je fais en accéléré. Non, mais ce qui fait qu'en réalité, il va falloir attendre une deuxième génération de financiers à partir de la monarchie de Juillet, et notamment James de Rothschild, qui va en réalité prendre totalement le contre-pied, parce qu'il n'est pas de cette génération de financiers qui ont eu ce traumatisme de la terreur. Il n'a pas peur de s'engager par rapport aux institutions gouvernementales, sinon le gouvernement lui-même. C'est-à-dire qu'en réalité, il va y avoir le développement des avances de la Banque de France, donc qui sont prévues depuis 1800, qui étaient faites à contre-cœur, notamment en fait très limitées aux receveurs généraux. James de Rothschild va faire en sorte que ces avances valent pour tout effet public. Ça va permettre de mettre en confiance le gouvernement qui va en réalité abroger le statut, la condition de servage de l'administration de la Banque de France, qui donc va trouver de plus en plus de crédits, va faire de plus en plus d'avances, va mobiliser de plus en plus ses actionnaires, va régénérer son actionnariat par une nouvelle bourgeoisie d'affaires, jusqu'à finalement la réunion de toutes les banques, souvenez-vous les banques privilégiées, donc ces banques départementales, la réunion de toutes ces banques-là vont être réunies en 1848 à la Révolution donc de la Banque de France, qui a véritablement une emprise sur l'infrastructure bancaire du pays, qui devient l'interlocuteur privilégié et un interlocuteur oui, voilà, privilégié et surtout légitime du gouvernement, jusqu'à devenir ensuite sous le Second Empire, parce qu'elle tient personnellement Napoléon III en réalité dans le creux de sa main en finançant ensuite son 18 Brumaire à lui. Eh bien, petit à petit, la Banque de France va voir ses billets se diffuser, avoir cours légal, ses avances, ses actions sont des garanties, elle a une véritable emprise en réalité sur les esprits, jusqu'à avoir précisément le cours légal de ses billets, où en réalité le billet ne peut plus être refusé au paiement, le billet fait loi. Et partant de là, ces émissions de billets sont sans cesse augmentées, et jusqu'à la Commune, où cette fois c'est le gouverneur de sa propre initiative qui dit à Thiers, donc le gouverneur Roulon, qui dit en fait d'écraser la Commune. Et nous voyons donc que la Banque de France en réalité a une emprise sur la bourgeoisie, qu'elle arrive à capter, à intégrer en son sein, et qu'elle va en réalité reproduire, justement elle va se régénérer elle va devenir l'incubateur de cette bourgeoisie en réalité financière. Pourtant, la Banque de France est dans tous les foyers, puisque maintenant elle émet des billets de 20 francs qui sont utilisés par absolument tout le monde, et surtout qui ne peuvent pas être refusés. Et partant de là, ce qui vient en réalité couronner justement cet empire dans l'empire, c'est le prêt de 3 milliards qu'elle fait au gouvernement pour le paiement des indemnités de guerre à Bismarck. Et elle devient, à l'image de la Banque d'Angleterre, ça y est, elle a réussi, elle s'est réalisée, elle est devenue le prêteur en dernier recours du gouvernement. Et donc en réalité, et même je dirais, de n'importe quel gouvernement, puisque vous voyez qu'en 1870 à 1873, la Banque de France, finalement, se lève sur les cendres du Second Empire, arrive à faire écraser la Commune par un tiers et représentant de l'exécutif, chef de l'exécutif, voilà, chef de l'exécutif qu'elle tient en réalité dans le creux de sa main, exactement comme Napoléon avant lui, et qu'elle arrive même à impressionner Bismarck par sa capacité à justement à prêter. Donc, en réalité, ce que je veux vous dire, c'est qu'à partir de là, la banque n'est pas seulement l'empire dans l'empire, elle est l'empire lui-même. C'est que justement, elle s'est imposée à toutes les formes de gouvernement. Merci. Merci, monsieur. Si j'ai bien compris, oui, on peut la